récente de la courbe, ça fait quelques mois à peine, il n'y a rien de plus récent à ma connaissance, peut-être qu'on montrera que c'est faux, mais le plus récent des travaux les plus soigneux montre que la courbe de Mann est fausse. Si vous vous y accrochez, je ne vois pas comment vous pouvez le faire aujourd'hui, sauf à démontrer solidement, avec un vrai travail, pourquoi le travail de Grud est faux. Alors une petite réaction, Ronan Dantec, Oui, s'il vous plaît, avant de redonner la la parole à la salle. J'avais donné la parole puisqu'il y avait une volonté d'intervention rapide. Il faut arrêter de penser que les politiques sont victimes d'un lobby qui s'appelle le GIEC, qui masque la totalité. Nous passons notre vie aujourd'hui de colloque en colloque sur le changement climatique avec des présentations scientifiques, avec des courbes étayées, avec des scientifiques extrêmement divers. Et honnêtement, je trouve que la présentation qui est faite là, et Dieu sait si je suis quelqu'un qui a tendance à aller prendre la position inverse pour voir ce que ça donne en termes de débat, me semble de moins en moins, depuis que ce débat se déroule, et je pèse mes mots, honnête. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas imaginable sur la scène internationale que ce que vient de présenter M. Courtillot se passe, c'est-à-dire le monopole de la parole scientifique par un seul groupe, alors qu'il y a énormément de gens, de politiques, de lobbies qui auraient intérêt à ce que justement il y ait une communauté scientifique forte qui nie le réchauffement climatique et qui la mettrait en scène aussitôt. Or, ça ne se passe pas. C'est donc ce que vient de raconter M. Courtillot, avec un peu, mais moi aussi il m'arrive d'être comme ça en situation de parole sur scène, en assénant, est profondément faux. Ce n'est pas vrai sur les conférences internationales. Le lobby scientifique qu'il vient d'inventer n'existe pas, tout simplement. Il y a quelques scientifiques qui aujourd'hui occupent une niche médiatique, qui l'occupent bien. Ce grand groupe scientifique qui vient d'être décrit n'existe pas. Et quand en plus on nous sort, je me suis dit, on ne va quand même pas avoir dans ce débat la dérive des continents, et pourquoi pas Galilée et le bûcher pendant qu'on y est, en expliquant que finalement Galilée ayant eu tort contre tous ceux qui ont tort contre tous ont évidemment raison. C'est intellectuellement tout ce qu'on veut, mais ça n'est pas scientifique. Et c'est quand même vous ne l'avez peut-être pas dit, mais c'est quand même vous qui avez mis sur la table la dérive des continents. Donc vous êtes bien dans cette logique-là de conforter finalement votre discours en disant j'ai raison. La preuve, dans l'histoire, il y en a eu plein qui ont eu raison contre tous. Mais ça n'est pas honnête scientifiquement, tout simplement. Je pense qu'on ne vous mettra pas d'accord aujourd'hui. Je propose que la salle pose une autre question, peut-être sur la biodiversité, l'intervention de Jean-Michel Salle. Il nous reste 7 minutes. Oui, Pierre Vacher du laboratoire de planétologie. Ça fait 20 minutes que j'ai le micro en main. Donc je me permets de rester sur le changement climatique. En me basant Vous ne facilitez pas la tâche. En me basant sur les figures qu'on a vues, donc tout le monde pourra suivre. Dans la première partie, vous nous avez montré des courbes de température que vous avez obtenues et vous les avez comparées à celles du GIEC, et ça se comparait pas du tout bien. Mais si j'ai bien vu, vos courbes étaient des courbes de température minimale, alors que celles du GIEC sont des courbes de température moyenne. Donc est-ce que la comparaison a un sens? C'est ma première question. Deuxième point, vous avez eu tout à fait raison d'insister sur le fait que ce que le grand public a retenu du GIEC, c'est CO2 égale température. Et effectivement, c'est une simplification, voire une erreur, puisque dans les temps anciens, aux échelles de temps géologiques, c'était d'abord la température qui augmentait et le CO2 suivait. Ça n'indique rien, ni dans un sens, ni dans l'autre, sur ce qui se passe depuis 150 ans. D'accord ? Sur 150 ans, il n'y a pas de changement des paramètres orbitaux. Donc ça n'indique strictement rien sur ce qui se passe depuis 150 ans. Et ça m'amène à mon dernier commentaire question. Quand vous montrez l'évolution de la teneur en CO2 depuis 150 ans, vous dites, pour être objectif, il faudrait commencer la courbe à zéro. Non, zéro CO2 dans l'atmosphère, ça n'a aucun sens, ni physique, ni géologique. Ce qui me paraît avoir du sens, c'est de comparer cette évolution récente aux évolutions de ce qui s'est passé dans l'atmosphère terrestre, c'est-à-dire des variations entre 180 et 280 ppm. Aujourd'hui, on est à 380. Donc en 150 ans, l'augmentation du CO2 est de 40%. Quelle que soit l'échelle qu'on choisit, c'est 40% d'augmentation en 150 ans. Vincent, s'il vous plaît, je vous supplie de répondre en 2 minutes. J'aimerais que nos 2 autres invités aient 4-5 minutes pour répondre. Merci de ces questions qui sont très précises. Premièrement, nous avons fait toutes nos études sur la température minimale, la température moyenne et la température maximale. Nous avons les 3 courbes traitées dans tous les cas. Toutes donnent le même résultat. Je vous en ai montré une. Je peux vous montrer les 2 autres. C'est pareil. Deuxièmement, vous avez absolument raison dans votre second commentaire.
C'était justement, tout à l'heure, là, mon voisin de gauche a dit attention au problème où la logique, la proposition non P n'entraîne pas la proposition P. De la même façon, vous avez parfaitement raison de dire que le fait que la température précède le gaz carbonique depuis 400 000 ans pendant les glaciations n'entraîne pas que ce soit le cas aujourd'hui, absolument. Et ce que j'ai dit, attention aux négations, c'est, mais l'inverse, ce n'est pas vrai. Donc, on ne peut pas se servir, hélas, de ce remarquable travail qui pourtant a été mis en avant de façon pédagogique pour dire, regardez comme ça corrèle bien. Ce travail-là ne sert à rien pour comprendre le lien CO2 température des 100 dernières années. Vous l'avez très bien dit, je suis complètement d'accord avec vous. Et je n'ai pas fait l'inverse. Ensuite, pour la concentration en CO2, le problème, c'est que l'évolution de l'effet de serre additionnel, comme on dit, n'est absolument pas linéaire. Donc quand vous mettez dans l'atmosphère du gaz carbonique, elle répond très rapidement, puis plus vous en rajoutez, moins elle répond. La courbe est une courbe qui est extrêmement infléchie. Les valeurs que vous avez vues entre une période glaciaire et une période non glaciaire, il faudrait vérifier les chiffres, hein, je vous l'ai dit de tête, je ne suis pas absolument sûr, il y a 60 unités de gaz carbonique, des parties par million, pour 8 à 10 degrés Celsius. On a déjà mis 100 ppm de plus, ce qui est considérable, et on a augmenté de 0,8 degrés Celsius. Vous voyez que l'effet est complètement aplati et n'est pas linéaire. On a besoin de l'étudier, de le comprendre mieux, il n'est pas négligeable du tout, mais il n'est pas proportionnel. Et c'est cet effet-là sur lequel j'insistais, ce qui veut dire que augmenter la concentration de l'atmosphère en CO2, la physique de ce que ça donne n'est pas bien connue aujourd'hui. Et il est possible que ce soit une physique qui est une physique qui se rapproche d'une asymptote. C'est tout, j'ai rien dit d'autre. Merci. Je crois qu'il y a un collégien, une collégienne qui veut poser une question. Sur la biodiversité ou le climat? Le climat. Alors, bonjour. Deux précisions d'abord. De même que les espèces qui évoluent, les collégiens évoluent également et deviennent au fil des ans des trépas. Hein. C'est une précision qu'il fallait faire. Donc, à part ça, je voudrais poser une question à nouveau. C'est comment pouvons-nous vous croire lorsque vous dites que vos recherches, vos affirmations se contentent à un domaine théorique, lorsque votre intervenant de droite s'est contenté de poser des conséquences pratiques quant à l'application politique, s'est vu violemment, entre guillemets, renvoyé d'où il venait, alors même qu'il avait admis que vos théories étaient peut-être bonnes. Alors, je vais essayer de... Il faudra me dire si j'ai compris. L'idée, c'est peut-être... mais j'aimerais peut-être que Jean-Michel Salle réponde. Je vais reformuler la question avant. C'est comment un homme politique, un élu, peut prendre des décisions alors que le débat scientifique n'est pas forcément tranché. Est-ce que justement, on peut parler du rôle du chercheur dans la société? Est-ce qu'on peut dire que sa position est délicate et que la position aussi est délicate? Et pourtant, il faut prendre des décisions. Est-ce que c'est à peu près ça? Oui. Je pense que dire c'est faux, mais au sens d'argument d'autorité quand on est un scientifique, c'est une erreur méthodologique dans la communication avec l'élu, avec le décideur, ou avec des personnes comme moi qui sont dans les sciences humaines et les sciences molles. Et je crois qu'il y a aussi un problème de communication, et on est d'ailleurs un peu victime très généralement de ces problèmes de communication quand on parle avec des scientifiques des sciences dures, aujourd'hui plus que d'habitude, je dois le dire. Alors, donc, merci de cette reformulation, c'était pas très grave que j'ai pas la parole. Alors, même... sur comment un scientifique devient expert, il se trouve que ça n'avait rien à voir avec mon exposé, mais je travaillais là-dessus il y a quelques années. D'abord, peut-être qu'il faut comprendre que l'expertise diffère profondément de la science. Hein. Dans la science, le doute, c'est pain béni. Dans l'expertise, c'est plutôt une source d'ennui. On a deux grands modèles d'expertise. C'est l'expertise dans la... En fait, vous savez, c'est comme dans les tribunaux. Tous les Français croient que les tribunaux sont comme les tribunaux américains, parce que c'est ça qu'ils voient à la télé. Et justement, c'est très différent. Mais Raphaël va me corriger si je dis des bêtises. Soit vous avez l'expert du juge, soit vous avez l'expert des parties. Et ces deux modèles d'expertise sont totalement différents. En gros, le juge nomme un expert de quoi, alors que les parties